Sincèrement, désolé les amis. Euh, Il y a eu une interruption tantôt. C'était indépendamment de ma volonté. Donc, comme je l'ai dit dans le titre, ce live, c'est pour essayer de décrypter l'actualité relative à la nomination de Jean-Pierre Bemba au poste de ministre de la Défense de la RDC par Félix Tshisekedi. Donc, est-ce que cette nomination va changer quelque chose? Est-ce qu'elle va permettre de modifier la donne sur le terrain militaire? Donc c'est tout ça qu'on va essayer de voir. On va essayer d'échanger à ce sujet aujourd'hui, donc dans ce live-ci. Personnellement, d'entrée de jeu, si on me pose la question de savoir si la nomination de Jean-Pierre Bemba au poste de ministre de la Défense est une bonne chose, moi personnellement, je trouve que non. Vu la stature de Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il n'avait pas besoin lui-même de se retrouver aujourd'hui comme ministre et devenir par ricochet le collègue des, des Bidimbu et machin. Donc, personnellement, je trouve que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais après, c'est la décision de Jean-Pierre Bemba. Je la respecte. Et je pense la même chose de Vital Kamerhe. Ce sont des gens qui sont des poids lourds de la politique quand même congolaise et se retrouver dans un gouvernement sous la conduite de M. Samalou Kondé et être par ricochet collègue de certaines personnes qu'on voit là, dont on connaît le pédigré, quand même, ça laisse pantois, ça laisse songeur. Il n'en reste pas moins que c'est leur décision, on respecte cela. Maintenant, pardon, est-ce que la nomination de Jean-Pierre Bemba peut changer quoi que ce soit? euh, Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Euh, pour vous dire vrai, euh, je me pose même des questions sur cette nomination. Alors, comment on peut l'interpréter, cette nomination-là? Est-ce que Jean-Pierre Bemba a été nommé ministre de la Défense parce que Félix Tshisekedi devait véritablement changer les choses sur le terrain militaire? Est-ce qu'il a été nommé pour des raisons électoralistes? On peut se poser des questions. Personnellement, je crois que cette nomination répond davantage à un agenda politique, à un agenda diplomatico-militaire compte tenu de la situation à laquelle la RDC est confrontée. Pour moi, si Félix Tshisekedi a fait appel à Jean-Pierre Bemba, c'est simplement parce qu'il veut renforcer sa base au niveau de l'Équateur. Bon, encore faut-il se demander si Félix Tshisekedi a véritablement une base au niveau de l'Équateur. Mais comme on sait que chez nous, les gens votent, il y a la mathématique ethnique ou régionale joue beaucoup dans le jeu électoral. Je pense que Félix Tshisekedi a dû miser sur ça. Et personnellement, je suis persuadé que Félix Tshisekedi a misé sur ça. Est-ce que la nomination de Jean-Pierre Bemba va changer quelque chose sur le terrain militaire? Personnellement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que il faut rappeler une chose, d'après ce que je sais et qui a été même relayé dans les médias, Jean-Pierre Bemba a été beaucoup consulté par Félix Tshisekedi sur les questions de défense, sur tout ce qui concerne les groupes rebelles. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Pierre Bemba est un ancien chef de guerre. Il était à la tête du MLC, donc le mouvement de libération du Congo, qui était soutenu par l'Ouganda pendant la Deuxième Guerre du Congo. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu en matière de rébellion et de groupes armés. Mais dire qu'il se connaît un peu ne veut pas dire qu'il a la maîtrise de tous les enjeux géopolitiques et stratégiques à laquelle la RDC est confrontée au regard de ces réalités-là. Non, des enjeux auxquels pardon, la RDC est confrontée au regard de sa réalité. Alors, euh, je disais tantôt que Félix Tshisekedi a longtemps consulté Jean-Pierre Bemba sur les questions de défense et de sécurité, surtout sur la question des rébellions. Donc, je ne vois pas ce qu'il va emmener de plus. Mais la raison principale qui m'emmène à penser que la nomination de Jean-Pierre Bemba ne va pas changer grand-chose, c'est le fait que le dossier du 1-23 en particulier et du Rwanda en général a toujours été géré par Félix Tshisekedi lui-même et par la présidence de la République. Donc on a pu le constater d'ailleurs depuis le début depuis la résurgence du M23, le Parlement et le gouvernement sont pratiquement aux abonnés absents. Donc je ne crois pas que la présidence de Jean-Pierre Bemba va changer quoi que ce soit, à moins que Félix Tshisekedi décide véritablement de confier à Jean-Pierre Bemba la responsabilité de restructurer l'armée et d'apporter des changements qui vont peut-être impacter la situation dans le Kivu. Mais je ne crois pas. Parce que pour que Jean-Pierre Bemba puisse impacter véritablement la donne sur le terrain militaire,
il faut que Félix Tshisekedi lui en donne l'autorisation et que Félix Tshisekedi puisse jouer franc jeu avec lui. Or, dans ce dossier du Rwanda, Félix Tshisekedi n'a jamais joué franc jeu. Et je l'ai dit depuis le début. Je rappelle que dans le premier article que j'ai écrit sur le rapprochement entre le Rwanda et la RDC, article qui date de juin 2019, donc quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, j'expliquais pourquoi il y avait eu ce rapprochement entre la RDC et le Rwanda et ce que visait le Rwanda à travers ce rapprochement-là. Et donc, on a vu depuis le début de l'affaire de 1-23, Félix Tshisekedi a adopté des positions pour le moins discutables et même problématiques et surtout ambiguës dans la résolution de la question de 1-23. À ce jour, nous n'avons pas rompu de relations diplomatiques avec le Rwanda. Les frontières sont ouvertes et le ministre de la Communication avait expliqué qu'il fallait que les frontières restent ouvertes pour des raisons que lui-même sait. Les intérêts rwandais en RDC n'ont pas été véritablement bousculés. Et on a vu récemment l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Kinshasa à l'invitation de Félix Tshisekedi, même si aujourd'hui on a vu sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter, une des responsables de la communication présidentielle dire que c'est une visite privée. Oui, c'est une visite privée, mais il suffit de voir comment toutes les choses se sont déroulées pour comprendre que c'était quelque chose qui était lié à Félix Tshisekedi et aussi à la question du Rwanda. Et même, il y a d'autres enjeux qu'il faut considérer au regard de la visite de Nicolas Sarkozy. Donc, pour moi, il n'y aura pas de grands changements parce que le dossier du Rwanda est directement géré par Félix Tshisekedi lui-même. Il a des ententes avec le Rwanda qu'il n'arrive plus à faire respecter. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons avec une guerre qui ne dit pas son nom et une souffrance incroyable au niveau du Kivu, au niveau de notre population. Donc, si Félix Tshisekedi ne joue pas franc jeu dans ce dossier-là, Jean-Pierre Bemba ne changera rien du tout. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est prêt à jouer à ce jeu-là? C'est la question qu'il faut se poser. Et je rappelle que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, et je le dis toujours, avec l'assentiment du Rwanda de Paul Kagame. D'après les informations que j'ai, le Rwanda a tous les éléments relatifs aux élections de 2018. Je dis bien tout. Le Rwanda a ces éléments-là, et je pense que Félix Tshisekedi le sait. Quand Kagame dit qu'il n'a pas été élu, il sait de quoi il parle, puisque c'est lui et Joseph Kabila qui ont permis à Félix Tshisekedi d'être là. Et donc, au regard de tout ceci, on comprend pourquoi Félix Tshisekedi a une position ambiguë à l'égard du Rwanda. Je rappelle aussi que Sarkozy, qui est venu à Kinshasa et tout ça, à l'initiative de Félix Tshisekedi et de Didier Bidumbu, n'est pas la seule personne à laquelle Félix Tshisekedi a eu recours dans ce dossier. Vous avez entendu parler récemment de la réunion qui devait avoir lieu au Qatar entre Félix et Kagame, en tout cas les discussions qui devaient avoir lieu au Qatar, sous les auspices du Qatar, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Je rappelle encore une fois que cela avait été fait à la demande de Félix Tshisekedi. C'est une chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais c'est vrai. Et donc, ce que je sais, d'après les informations que j'ai, Félix Tshisekedi cherche une porte de sortie. Il essaie de trouver des arrangements avec le Rwanda pour mettre fin à cette histoire de 1-23. Le problème, c'est qu'il a pris des engagements qui sont tels qu'il a du mal à les faire respecter. Et c'est la raison pour laquelle la diplomatie congolaise peine à se faire entendre, parce que quand vous discutez, et je le fais souvent, j'ai eu à le faire en tout cas pendant un moment, quand vous discutez avec des diplomates, avec des observateurs étrangers sur la question congolaise, sur la question du 1-23, l'une des choses qu'on vous dit, c'est que les Congolais ne sont pas crédibles. Le président congolais n'est pas crédible. C'est une chose qu'on répète souvent. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que Félix Tshisekedi a lui-même, devant des chefs d'État, reconnu que les Banyamulenge étaient des Congolais, que le 1-23 était des Congolais. Donc, par conséquent, il lui est difficile aujourd'hui de faire entendre un autre son de cloche devant les mêmes chefs d'État africains qui ne le prennent plus au sérieux. Un autre détail important qu'il faut relever dans cette histoire de 1-23, et c'est très important de le comprendre, c'est que la raison pour laquelle Félix Tshisekedi a remis les 1-23 en selle, c'est parce que il voulait se servir de 1-23 comme une milice au service de sa présidence. Les gens du 1-23 devaient intégrer les FARDC, constituer une unité spéciale au sein des FARDC qui allait être sous le commandement de Félix Tshisekedi lui-même. C'est ça la réalité qu'on ne veut pas dire. Et je crois que pour que nous puissions régler cette histoire de manière définitive et de manière efficace, je pense que Félix Tshisekedi devrait faire preuve de transparence à l'égard des Congolais.
Il doit dire aux Congolais, oui, j'ai pris des engagements. Laurent Désiré Kabila avait pris des engagements. Mais lui, quand la situation s'est détériorée avec le Rwandais et l'Ouganda, donc ses parents, les gens qui l'ont fait roi, il a décidé d'être transparent à l'égard des Congolais. Et c'est la raison pour laquelle le peuple congolais l'avait soutenu dans la guerre que le Rwanda et l'Ouganda venaient d'imposer à la RDC avec l'assentiment des États-Unis. Or, Félix Tshisekedi, lui, ne fait pas ne fait pas preuve de transparence dans cette affaire. Et c'est ça tout le problème. Il a toujours des positions ambiguës qui font que personne ne peut le suivre dans ses délires, parce que si vous le suivez, vous risquez de vous retrouver dans une situation intenable. Et c'est le problème que la plupart des diplomaties ont à l'égard de la RDC aujourd'hui. Quand vous parlez aux gens du Congo, de l'affaire du 1-23, les gens vous disent, écoutez, M. Mbeko, c'est bien tout ça, il y a un problème au niveau de votre pays. Et on vous le dit très clairement. Et vous avez vu que partout où nous sommes passés, en tout cas la RDC, les Congolais sont passés, sur le plan diplomatique, c'est l'échec. Le plus retentissant, c'est ce qu'on a vu. J'ai vu des images qu'on m'a envoyées, je n'ai pas pu les authentifier, mais j'ai vu des images d'une réunion qui a eu lieu, je ne sais pas, une réunion parlementaire, il y avait les parlements du monde entier, il y avait M. Mbata qui est allé faire son cercle là-bas, et au final, c'était un vote cinglant à l'égard de la RDC. Et donc tout ça fait que nous n'allons pas réussir à renverser le rapport de force aujourd'hui si celui qui joue le rôle de président au Congo continue à entretenir le flou sur ses liens avec le Rwanda de Paul Kagame. Et je dis à plusieurs reprises, observez la position de Kagame dans le dossier du 1-23, ou même depuis qu'il y a des tensions entre Félix Tshisekedi et lui-même. Vous allez remarquer que Kagame s'exprime comme s'il avait affaire à un enfant, à un gamin. Il a l'habitude de parler de Félix Tshisekedi comme s'il s'agissait d'un enfant. Quand vous suivez les réseaux sociaux rwandais, on parle de Félix Tshisekedi comme étant de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et sur le plan diplomatique, c'est problématique. Et je peux vous faire des confidences parce que, bon, je ne peux pas tout dire ici, mais j'ai discuté avec des gens qui sont très bien informés, qui sont des pays étrangers. Je ne préfère pas citer certains pays compte tenu de la proximité que Félix Tshisekedi a avec certains chefs d'État. Mais on m'a par exemple raconté que Félix Tshisekedi, à l'égard de chefs d'État, il se comporte comme il le fait souvent avec les Congolais. Il vient, il dit des choses qu'il ne peut pas respecter, il dit des choses en l'air comme ça, et tout ça laisse des traces. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, nous Congolais, c'est que, et particulièrement Félix Tshisekedi, c'est que quand nous nous comportons entre nous, nous pensons que les autres ne nous voient pas, les autres nous voient. Et comment voulez-vous que les gens accordent de l'importance ou de la crédibilité aux accusations de la RDC, de Félix Tshisekedi à l'égard du Rwanda, quand les autres chefs d'État le voient tout le temps en voyage? Quand on voit les dirigeants congolais faire des fêtes chez eux, alors que leur pays à l'Est est en train de brûler. Tout ça permet de comprendre la position de la communauté internationale, entre guillemets, et même des acteurs africains à l'égard de la crise congolaise. Sur le plan diplomatique, nous avons échoué. C'est un fait. Et sur le plan militaire, c'est un échec aussi. Maintenant, pour revenir au cas de Jean-Pierre Bemba, encore une fois, je le dis, Jean-Pierre Bemba ne changera rien si aussi longtemps que Félix Tshisekedi continuera à entretenir le flou sur ses rapports avec le Rwanda de Kagame. Il veut renouer avec le Rwanda, il veut régler cette histoire avec le Rwanda, et en même temps, il accuse le même Rwanda. Vous ne pouvez pas être crédible aux yeux des acteurs internationaux quand vous vous comportez de cette manière-là. L'autre problème qu'il y a, et ça je l'ai dit à des gens privés, même au niveau de la présidence, c'est qu'au niveau congolais, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Quand je dis on ne travaille pas, ça veut dire quoi? La diplomatie congolaise passe son temps à aller de tribune en tribune accuser le Rwanda. Mais parallèlement à ces accusations, nous ne faisons rien. Pendant ce temps, le Rwanda fait circuler des documents préparés par ses propres services de renseignement sur la réalité ou sur sa réalité de ce qui se passe à l'Est. Comment pouvez-vous réussir à convaincre vos pairs de la réalité de ce qui se passe dans le Kivu quand vous ne produisez aucun document, aucun élément documentaire en appui de ce que vous dites? Et c'est ça le problème aussi. Le Rwanda fait circuler un rapport préparé par ses services secrets sur la réalité du 1-23 des FDLR. Or, tout le monde sait que cette histoire de FDLR, c'est du n'importe quoi. Même les Nations Unies le savent. Le problème, c'est que dans les institutions congolaises aujourd'hui, il n'y a pas de spécialistes.
Il n'y a pas d'experts pour étudier ces dossiers-là. Le Rwanda en a. Le Rwanda fait appel à des experts qui partagent ses points de vue, qui lui permettent de monter des dossiers avec les services de renseignement, qui sont présentés par la suite à des chancelleries étrangères, occidentales, africaines et autres. Et des gens prennent position en fonction des éléments que le Rwanda apporte sur la table, pendant que la RDC de son côté n'apporte rien. C'est ça aussi l'autre problème. Et vous ne pouvez pas être crédible quand vous vous comportez de cette manière-là. Est-ce que la RDC manque des spécialistes sur ces questions-là? La réponse est non. Le problème, c'est que les services de documentation n'existent plus. Nos services de renseignement travaillent à consolider le pouvoir de Félix Tshisekedi en lieu et place de servir la République. Par conséquent, ils ne font pas le travail qu'on attend véritablement d'un service de renseignement. Donc tout ça permet de comprendre la position des autres États à l'égard de la RDC. Moi, je vois des gens, oui, on accuse le Rwanda. C'est vrai, le Rwanda nous agresse. Moi, j'ai écrit des livres là-dessus. Mais souvent, j'ai toujours été critique à l'égard de la RDC parce que la première responsabilité nous revient à nous, Congolais, aux autorités congolaises. Hier, j'étais en conférence et tout ça, et je sais que j'ai dit, j'ai dit, il y a une double responsabilité. Celle des acteurs étrangers qui se payent sur la bête, et celle des Congolais qui est la plus importante de mon point de vue, parce qu'il revient aux autorités congolaises d'assurer la sécurité et la préservation des intérêts du Congo. Mais si on ne le fait pas, et que les autres profitent de nous, on ne peut pas continuer à les accuser d'être responsables de nos propres turpitudes. C'est là le problème. Et je veux, si vous permettez, aller plus loin, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je vais parler à la décharge de Félix Tshisekedi. Et d'abord, à lui, je veux dire une chose, c'est que moi, je n'ai rien de personnel contre Tshisekedi, contrairement à ce que peuvent penser ceux que j'ai appelés les talibans ou même les autres membres de l'UDPS. En tant que Congolais, j'essaye d'être impartial dans le traitement et l'analyse des faits. Et je suis critique aussi en tant qu'intellectuel parce que c'est le rôle des intellectuels. Les gens oublient une chose, c'est que l'intellectuel n'est pas là pour cajoler le pouvoir, n'importe quel pouvoir. Il est là pour critiquer afin que les choses changent, afin que la communauté évolue positivement. Et là, nous avons aujourd'hui au Congo un problème qui, de mon point de vue, dépasse même la personne de Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, en réalité, est à l'image de la plupart des Congolais. La médiocrité de Félix Tshisekedi, c'est la médiocrité d'un certain nombre de Congolais aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas pris au sérieux, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que les Congolais ne méritent pas ce pays-là. Et si vous permettez, chers compatriotes, je vais vous raconter une anecdote. Mes proches le savent parce que je leur ai souvent raconté cette anecdote-là. J'ai participé à un colloque une fois dans un colloque qui parlait de l'Afrique, de la place de l'Afrique au XXIe siècle. Et pendant le colloque, dans ce colloque-là, il y avait des officiers supérieurs des armées occidentales, il y avait des universitaires, j'étais là, des experts et plusieurs observateurs. Et pendant ce colloque-là, un monsieur a donné l'exemple du Rwanda. Et moi, je n'ai pas apprécié cet exemple-là. J'ai réagi en disant que le Rwanda n'était pas un exemple en Afrique. Et j'ai appuyé tout ce que je disais par des faits. À un moment donné, je suis sorti de la salle, je suis allé parler au téléphone. Et pendant que je parlais au téléphone, j'ai vu un monsieur sortir. Le monsieur a été ambassadeur dans 2 ou 3 pays africains, un ambassadeur occidental dans 2 ou 3 pays africains. Moi, je sors, je parle au téléphone, ce monsieur fumait. Et quand j'ai fini de parler au téléphone, il m'apostrophe, il dit, ah, monsieur Mbeko, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il me dit, ah, j'ai vu que vous étiez monté quand on a parlé du Rwanda et tout ça. Et j'ai dit, oui, mais on ne peut pas donner l'exemple du Rwanda quand même dans un cas comme ça, quand on sait que le Rwanda pille les richesses du Congo, tue des gens au Congo. Et ce monsieur, cet ancien ambassadeur, m'a posé une question très simple. Il me dit, mais monsieur Mbeko, d'après vous, pourquoi est-ce que l'Occident, certains pays occidentaux soutiennent le Rwanda? Moi, j'ai déroulé tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait comme étude sur la question. J'ai expliqué les enjeux géopolitiques, économiques qui sont liés au soutien qui sont apportés euh, au Rwanda par les Occidentaux. Et là, le monsieur m'a regardé, il m'a dit, écoutez, vous avez raison, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Mbeko. Ça, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, et écoutez très bien ça. Il me dit, vous savez, si aujourd'hui, les gens qui sont ici, il parlait de la salle où il y avait le colloque dans les Occidentaux et tout le reste, il me dit, si ces gens soutiennent le Rwanda, c'est pas seulement parce que il y a des enjeux économiques. C'est parce qu'il y a des gens qui considèrent ici, et il faisait allusion aux Occidentaux, que
Il y a des gens qui considèrent en Occident que les Congolais ne méritent pas leur pays. Il m'a dit ça comme ça. J'étais un peu surpris par cette réponse-là. Et il a ajouté en disant, c'est parce qu'il considère que les Congolais ne méritent pas leur pays, c'est parce qu'il considère que les Congolais ne sont pas crédibles, c'est le mot qu'il a utilisé, qu'ils ont décidé de traiter directement avec le Rwanda. Si on peut avoir la même chose avec le Rwanda de manière plus sérieuse, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le ferait pas? J'étais choqué. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Même s'il y a une irresponsabilité au sommet de l'État congolais, il n'en demeure pas moins que ce sont les richesses du Congo, ce sont les matières premières du Congo, c'est aux Congolais de les exploiter comme ils le veulent. Mais cette observation-là, en tant qu'observateur des relations internationales, en tant que réaliste, c'est-à-dire que le réalisme est un courant des relations internationales, en tant qu'auteur réaliste, observateur réaliste des relations internationales, m'avait beaucoup interpellé. Et j'ai commencé à regarder à notre niveau, au niveau des Congolais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens nous traitent comme ça? C'est nous-mêmes. C'est l'image que nous projetons de nous-mêmes. Aujourd'hui, le Congo est en guerre. Les gens meurent au Kivu. Vous avez des Congolais qui dansent tous les jours. Et il n'y a pas que Félix Tshisekedi qui danse. Tout le monde danse de manière générale. Le niveau de débat aujourd'hui, des discussions, laisse à désirer. Regardez nos médias, c'est la même chose. Regardez les églises, c'est la même chose. Félix Tshisekedi est à l'image d'un grand nombre de Congolais. Et nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ça. Nous avons une part de responsabilité. Nous devons rompre avec les mauvaises habitudes, les mauvaises façons de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, si on les met là, les gens que je vois souvent sur les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'ils feront mieux que lui. Ils risquent même de faire pire que lui. Et je rappelle que Félix Tshisekedi vient de la diaspora. Félix Tshisekedi vient de la diaspora. Donc nous devons faire un travail de rétrospection quand même personnel, nous, mais de manière collective, nous Congolais. Oui, Félix Tshisekedi ne joue pas le rôle qu'on attend d'un chef de l'État, d'un président de la République responsable, c'est vrai. Mais quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? Et c'est parce que justement, il y a une responsabilité du nouveau de la population congolaise qu'on laisse des gens comme Félix Tshisekedi faire n'importe quoi. Parce que dans d'autres pays, ce qu'a fait Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour aurait mérité un renversement et la prison. Or, nous avons en RDC aujourd'hui des institutions qui ne bougent pas. Le Parlement ne dit rien, le gouvernement ne dit rien. Quand je regarde la personne de Sama Lukonde, je pense qu'il est là parce qu'il est docile. Sama Lukonde est docile. Et c'est parce qu'il est docile que Félix Tshisekedi a fait appel à lui. Et donc, si on a un Sama Lukonde qui est docile, est-ce que Jean-Pierre Bemba peut faire quelque chose? La réponse est non. C'est-à-dire que pour que Jean-Pierre Bemba réussisse sa mission, encore faut-il savoir s'il a une mission, il faut qu'il ait le soutien de Félix Tshisekedi. Or, si Félix Tshisekedi continue à entretenir une certaine ambiguïté avec le Rwanda de Paul Kagame, Jean-Pierre Bemba ne fera rien du tout, à part peut-être s'enrichir, comme le font les autres des responsables politiques congolais, enrichir sa famille et appauvrir le Congo, abandonner le Congo et les Congolais, et puis c'est tout. Donc, personnellement, je ne crois pas du tout que Jean-Pierre Bemba changera quoi que ce soit aussi longtemps que Félix Tshisekedi continuera à entretenir une certaine ambiguïté à la gare du Rwanda. Il a donné des conseils à Félix Tshisekedi ces dernières années, ces derniers mois. Jean-Pierre Bemba a conseillé Félix Tshisekedi. Il l'a fait sur les questions de développement, en tout cas d'après les informations que j'ai. Alors, nous n'avons rien eu, et ce n'est pas avec sa nomination que les choses vont changer. Félix Tshisekedi a besoin d'avoir des têtes d'affiche dans des grandes régions du pays en prévision des élections qui arrivent. Encore faut-il qu'il y ait des élections. Mais même s'il n'y a pas des élections, avoir ces gens-là va lui permettre de donner l'impression d'avoir le soutien de plusieurs grandes régions de la République. Ce qui n'est pas du tout vrai parce qu'on l'a vu aussi avec Joseph Kabila. Le soutien que lui ont apporté certaines personnes en 2006 ne lui ont pas, ces soutiens-là ne lui ont pas permis de remporter la mise face à Jean-Pierre Bemba, on le sait. Donc, Jean-Pierre Bemba risque de se retrouver à jouer le faire-valoir du système Tshisekedi qui va continuer, de mon point de vue, à entretenir ses ambiguïtés à l'égard du Rwanda parce que, avec tout ce que le Rwanda a fait, déstabilisation, des villes qui tombent, on a tiré sur le souk les avions de chasse congolais ouvertement. Il n'y a pas eu de suite à ça. Et donc, je ne pense pas
que Félix Tshisekedi ira plus loin. Il avait dit que c'est la diplomatie ou la guerre. La diplomatie a échoué, la guerre nous a déjà été imposée, a déjà été imposée à la RDC sans suite. Et donc nous passons notre temps à pleurnicher, mais il n'y aura plus rien. Et je ne pense pas que Félix Tshisekedi soit à sa place. Personnellement, je ne crois pas, parce qu'on m'a reproché à moi, Patrick Mbeko, j'ai fait un live dans lequel je disais que je ne crois pas que Félix Tshisekedi soit quelqu'un de foncièrement méchant. J'ai vu des commentaires, il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir dit ça. Pourquoi? Parce que Félix est mauvais, il ne dirige pas bien le pays. C'est vrai, mais je maintiens ce que je dis. Contrairement à ce que les Tshisekedi et certaines personnes peuvent penser, moi je n'ai rien de personnel à l'égard de Félix Tshisekedi. Un analyste, quand tu fais de l'analyse géopolitique, tu ne mêles pas les sentiments. Et je pense que Félix Tshisekedi n'est pas plus méchant que Joseph Kabila. Je ne pense pas qu'il était plus dur que le maréchal Mobutu, ceux qui l'ont précédé à part Lumumba. Je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui est simplement irresponsable. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui ne maîtrise pas la situation simplement parce que il n'a pas le niveau intellectuel suffisant pour comprendre ces choses-là et il ne fait pas l'effort de comprendre. C'est ce que je crois. Maintenant, dire que Félix Tshisekedi n'est pas foncièrement quelqu'un de méchant ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui peut adopter des positions et faire des choses qui sont contestables. Non, je ne dis pas ça. Parce que les gens qui sont comme Félix Tshisekedi sont capables du pire. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles, en fait. Félix Tshisekedi, à le voir, c'est quelqu'un de rancunier. C'est ce que j'ai pu observer en suivant ses interventions. Et l'exemple de Macron est parlant. Quand il revient sur l'affaire de compromis à l'africaine, ça montre que c'est quelqu'un qui peut être quand même un peu rancunier. Mais au fond, Félix Tshisekedi, en fait, on lui reproche des choses, mais il n'est pas à sa place. C'est ce que je crois. Je crois qu'il n'est pas à sa place. Et je suis persuadé, j'ai toujours dit, que si Félix Tshisekedi s'était entouré des bonnes personnes, je pense que s'était entouré de très bonnes personnes et qu'il avait laissé ces gens-là travailler, parce que c'est bien de s'entourer de bonnes personnes, encore faut-il les laisser véritablement travailler. Mais s'il avait fait ça, s'entourer des bonnes personnes, des têtes bien faites, et qu'il leur avait laissé une marge de manœuvre suffisante pour faire des choses, pour faire avancer le pays, en tout cas, il allait marquer la République. J'en suis persuadé. Parce que de mon point de vue, il y a deux personnes dans l'histoire du Congo qui auraient pu marquer à jamais l'histoire du Congo. La première personne, à part Lumumba bien entendu, la première personne c'est le maréchal. Parce qu'il est arrivé à un moment crucial de l'histoire du Congo et il a fait des choses, des bonnes choses, mais à la fin, il a détruit de ses propres mains ce qu'il avait construit lui-même. Bien qu'il nous ait quand même aussi laissé un héritage, surtout au niveau de l'unité. La deuxième personne, c'est Félix Tshisekedi. Parce que lui, il est arrivé au pouvoir euh, euh, dans un contexte particulier. Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Si les Congolais l'ont toléré, c'est parce que les gens ne voulaient plus de Joseph Kabila. C'est important de le dire. Et ça me permet aussi de reprendre une question qui est souvent posée. Quand j'avais dit que Martin Fayulu allait gagner en 2018, c'est pas parce que Martin Fayulu était le plus populaire, non. Ce n'est pas Martin Fayulu qui avait gagné les élections en 2018. Ce sont les Congolais qui ont rejeté Kabila. Ce que je veux dire, Martin Fayulu avait gagné, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que les Congolais n'ont pas voté pour Fayulu. Ils avaient voté contre Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et c'est parce qu'ils ne voulaient pas de Kabila qu'ils étaient prêts à accepter ce compromis à l'africaine entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, en se disant que Félix Tshisekedi est un fils du pays, c'est le fils d'un opposant et lui peut changer la donne. Ils ont été surpris. Parce que celui qui arrive par la fraude, comme l'a fait Félix, avec des engagements avec des pays comme le Rwanda, on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de grave, de bien, de sa part, en tout cas. C'est ce que moi je pensais. Et c'est ce qui s'est passé. Et il faut comprendre les choses dans cette optique-là. C'est-à-dire que les Congolais n'ont pas voté Fayulu. Ils ont voté contre Kabila. Bien entendu, c'est Fayulu qui a tiré profit de ça en étant élu. Je ne dis pas qu'il n'a pas été élu. J'essaie d'expliquer la logique qui a mené à l'élection de Fayulu. C'est un vote sanction contre Kabila. Et c'est parce que les gens ne voulaient pas de Kabila qu'ils ont toléré Félix. Et c'est parce que les gens l'ont toléré qu'il aurait dû, lui, marquer
le pays de son empreinte, marquer l'histoire de ce pays de son empreinte en faisant un travail digne pour redresser la RDC et donner un début de dignité à son peuple. Il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, Félix Tshisekedi est une tragédie. Pas seulement pour l'UDPS, mais pour le Congo, parce que lui, au moins, il aurait pu donner une autre direction à ce pays. Mais il a fait le choix de mal s'entourer, il a fait le choix de travailler pour enrichir sa famille et ses proches, il a fait le choix de travailler avec le Rwanda au détriment des intérêts du Congo, et il persiste, en fait, sur cette voie-là, qui est de sacrifier les intérêts du Congo sur l'autel de ses intérêts particuliers personnels et sur l'autel des intérêts du Rwanda. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Et un tel individu ne peut pas rester. Comment comprendre? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu que Madame Denise Nyakero avait organisé une fête, d'après ce qu'on a, j'ai pu lire ici et là, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Organiser une fête d'anniversaire alors que votre pays, les gens se meurent dans votre pays, c'est irresponsable. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas célébrer, mais une manière de faire les choses et on ne peut pas communiquer sur ces choses-là publiquement quand le pays va mal. C'est ça aussi la responsabilité quand on est président. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Malheureusement, les Tshisekedi ne le comprennent pas. Et Félix Tshisekedi, je le dis, je l'affirme, je maintiens ma position. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de foncièrement méchant. Je pense tout simplement qu'il n'a pas le niveau. Il n'est pas à sa place. Il y a des choses que nous le reprochons, en fait, mais on lui reproche de ne pas faire... Mais vous ne pouvez pas le reprocher parce qu'il n'est simplement pas capable de faire ces choses-là. Et donc, en nommant Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas que quelque chose va changer parce que Jean-Pierre Bemba travaille dans un système qui est phagocyté par la présidence de la République. Et c'est ça le vrai défi. Le vrai défi de Jean-Pierre Bemba sera d'aller à contre-courant des positions de Félix Tshisekedi. Ce qui est très peu probable, vu la manière dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent. Donc, pour finir, et je conclus, Jean-Pierre Bemba ne changera pas grand-chose aussi longtemps que les questions de défense et de sécurité seront traitées directement au niveau de la présidence entre Félix Tshisekedi et son vis-à-vis rwandais. Maintenant, s'il y a des questions, je peux rapidement les prendre. Je pense même que vous pouvez poser des questions par vidéo, là, d'après ce que j'ai compris. Je regarde ici, je ne sais même pas comment faire. La dernière fois, les gens posaient des questions et puis j'y ai répondu. Donc, s'il y a des questions, je peux répondre rapidement et puis je vais me déconnecter parce que je dois prendre la route. Je vais un peu loin d'ici. Donc, voilà. Merci beaucoup, Georges Lafro Pertinent. Oui, Sonia, il essaie de faire... Je ne pense même pas que Félix essaie de faire de son mieux. Je pense simplement il est vraiment limité, là. Il est très limité, de mon point de vue. Et puisqu'il est limité, je ne pense pas qu'il puisse changer quoi que ce soit, là. Les limites de Félix Tshisekedi font qu'il ne puisse pas faire des choses de manière sérieuse et rigoureuse. Et en plus, il a fait le choix de mal s'entourer. Donc, au plaisir, Mandungu. S'il y a des questions, je répondrai, puis sinon, je vais me déconnecter. Quels sont les engagements que Félix a pris avec Kagame? Oui, je l'ai dit tantôt. Oui, je vois des personnes, je vais vous ajouter tantôt. Oui, Félix, en fait, quand il est devenu président, il a voulu se rapprocher du Rwanda au prétexte que ça allait ramener la paix. Le seul problème, c'est que le Rwanda avait un agenda, et de mon point de vue, Félix a joué le jeu en fonction de ses intérêts à lui politiques, ses propres intérêts politiques. Mais d'autres engagements ont été rendus publics. Sur l'exploitation de l'or, par exemple, ça a été rendu public. Sur les questions de défense et de sécurité, je rappelle que les troupes rwandaises ont été autorisées à mener des opérations clandestines sur le territoire congolais. Et Félix Tshisekedi ne doit pas nier cela. C'est moi qui suis la première personne à avoir révélé la présence des Rwandais en RDC. À l'époque, on m'avait traité de tous les noms d'oiseaux, mais moi, je le savais des Rwandais eux-mêmes. Je le dis ici, je le savais des Rwandais eux-mêmes. Moi, on m'a informé que des Rwandais étaient rentrés, il y avait 2 bataillons, on a les noms des officiers qui étaient impliqués dans cette opération-là et qui, du côté congolais, les avaient accueillis et remis
des tenues de FARDC pour mener des opérations clandestines en RDC. Tout ça a été connu de Félix Tshisekedi. Et quand les Nations Unies ont révélé ça une année plus tard, après moi, Félix Tshisekedi n'a rien dit. Et les experts des Nations Unies ont posé la question à Félix Tshisekedi, à son gouvernement, sur la présence des Rwandais en RDC. La présidence n'a jamais voulu répondre. Annie Pélagie, qu'est-ce que vous pourriez conseiller en ce moment à Félix Tshisekedi? Moi, je le conseillerais d'abord, si je dois donner un conseil à Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est de s'entourer des spécialistes de la région des Grands Lacs, des gens qui vont pouvoir éclairer la diplomatie congolaise, mais aussi le service de sécurité sur cette question-là. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est très complexe, mais je sais, ils comprendront de quoi je parle. Et ils doivent aussi, au niveau de l'armée, il faut une restructuration de l'armée, ça tout le monde le dit. Mais sur le plan pratique aujourd'hui, au regard de la réalité à laquelle le Congo est confronté, ils doivent avoir autour d'eux des personnes qui ont une maîtrise suffisante de ce dossier. Quand on voit comment il s'est traité, on voit bien qu'ils ne le maîtrisent pas du tout. Pendant ce temps-là, les services de renseignement rwandais montent des dossiers bâclés qu'ils présentent aux chancelleries étrangères et ça joue en défaveur de la RDC au moment des négociations où quand le Congo accuse le Rwanda, les gens écoutent les Congolais mais ont sur la main autre chose préparé par les services de renseignement rwandais. Or, ces documents, on peut les avoir et on peut les contrer, on peut contrer tous ces arguments-là point par point s'il y a des gens qui comprennent le dossier et qui travaillent avec les services de renseignement congolais. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Je pense que les spécialistes des renseignements qui sont en RDC comprennent ce que je veux dire, en fait. Euh, avec la multipolarisation du monde, comment peut-il profiter de cela et sortir du Congo de Santa Paz? Mais encore faut-il avoir une vision. La multipolarité ne peut servir que celles et ceux qui ont une vision de leur pays. Est-ce que Félix Tshisekedi a cette vision-là? Comprend-il la réalité du monde dans lequel on est? Pas vraiment parce que lui, Félix Tshisekedi se positionne toujours en fonction de ses intérêts personnels. C'est le grand problème qu'il a, lui. Est-ce qu'il comprend aujourd'hui la réalité de la multipolarité du monde et comment positionner la RDC sur cet échiquier-là? Je ne crois pas du tout au regard de ce que nous observons du côté congolais. Si la nomination de Bemba ne change rien, pourquoi Bemba a accepté? Mais Bemba, je ne veux pas être méchant aujourd'hui à l'égard de Jean-Pierre Bemba, mais je pense que Bemba a accepté pour des raisons qui lui sont personnelles. Ce sont ses intérêts personnels. Et d'ailleurs, j'ai vu une image qui m'a vraiment choqué, qui m'a... Je suis triste en voyant ça, c'est chez Jean-Pierre Bemba, les gens en train de fêter après sa nomination. Moi, je pense qu'au regard de la situation que le Congo traverse aujourd'hui, que le Congo connaît aujourd'hui, si on me nomme ministre de la Défense, je ne veux pas fêter, je serai anxieux et j'essaierai de trouver des solutions parce que la tâche est énorme. Au Congo, dès qu'on nomme quelqu'un, ils commencent à fêter. Pourquoi? Parce qu'ils vont tirer profit de cette nomination. C'est aussi simple que ça et c'est triste. Peter Kazidi de l'UDPS a quel background, expérience, quel parcours dans la gestion des affaires de l'État pour être devant Bemba dans l'ordre protocolaire? Mais c'est un peu ce que j'ai dit. Ça c'est la réalité du pouvoir de Félix Tshisekedi. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une chose que souvent les Congolais ignorent. Vous savez, quand on travaille dans des pays sérieux, comme ici au Canada ou en France, en tout cas la plupart des pays occidentaux, toutes les personnes qui sont autour de Félix Tshisekedi, les services étrangers les connaissent, ils connaissent leur background et leur parcours. Donc, quand ils discutent avec les autorités congolaises, ils ne le prennent pas au sérieux parce qu'ils savent qu'ils sont en face d'eux. C'est ce que nous ignorons souvent. Les Congolais, parfois, se comportent comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne réalisent pas que le monde ne fonctionne pas tel que eux le perçoivent. Le monde a ses réalités. Les pays normaux fonctionnent de manière normale. Les pays anormaux comme la RDC fonctionnent de manière anormale. Et les populations de ces pays-là réfléchissent de manière anormale. Et c'est le cas de la RDC aujourd'hui. Les Congolais, quand ils réfléchissent à quelque chose, c'est souvent de manière bancale. Et regardez le niveau des discussions que nous avons même sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Nous sommes le seul pays au monde, excusez-moi, où on peut attaquer un prix Nobel de la paix qui est respecté, adulé et désiré, réclamé à travers le monde. Nous, les Congolais, c'est chez nous où vous voyez des gens insulter un homme comme Denis Mukwege. Toza Banyama. Ezamboka ya Banyama. Excusez-moi de vous choquer. Parce que Mukwege est aujourd'hui réclamé à travers le monde. Il a des prix à travers le monde. Mais le seul pays où vous allez trouver des gens qui vont l'insulter, c'est son pays d'origine, la RDC. Pourquoi? Parce que les Congolais sont devenus des gens anormaux
de manière générale. Ils réfléchissent de manière anormale. Ils se comportent comme ces insensés, comme ces chiens et ces pourceaux qu'on décrit dans la Bible. Je n'insulte pas, c'est dans la Bible, Matthieu 7. Ne donnez pas de choses saintes aux chiens, aux pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds, ne se retournent contre vous et vous déchirent. C'est comme ça que les Congolais sont. Quand vous leur dites une vérité sur eux, au lieu de réfléchir, ils se comportent comme ces chiens et ce pourceau-là. Ils prennent cette vérité et le mettent dans la boue, le foulent aux pieds et se retournent contre vous et vous attaquent. C'est comme ça qu'on est. Et ce n'est pas le propre de Félix Tshisekedi de son régime, c'est le propre d'un grand nombre de Congolais, malheureusement. Bemba est cupide, mais il risque d'y laisser sa peau, l'avenir nous le dira. Moi, je pense que Bemba, son avenir politique est compromis. C'est mon point de vue. Je veux juste regarder ici parce que je vois des gens qui ont fait une demande. Ah oui, euh, je veux accepter Annie Pélagie. Accepter. Euh, euh, Est-ce qu'elle est là? Bon. Euh, Exactement, il y a Yannick Boki, exactement. Une nomination doit nous appeler à la concentration, pas à faire des fêtes au regard de la réalité du pays, mais je suis non en fait parce que le niveau, il est ce qu'il est. Euh, je pense qu'il y a Madame Annick doit accepter, je pense, parce que je vois, il y a une demande de... Comment elle s'appelle? Ah, ok. Parce qu'il y a... Ouais, donc c'est ça. Euh, avec toutes ces personnes médiocres, essayez de mettre de j'aime et de partager pour que ça ne bug pas, s'il vous plaît. Avec toutes ces personnes médiocres qui caractérisent la scène politique congolaise actuellement, peut-on espérer de voir un jour une autre élite s'élever? Moi, je pense que oui. Là, c'est la question de Christian. Moi, je pense que oui. Et les élites, c'est aux Congolais, ce peuple congolais de faire ce choix-là. Aujourd'hui, on pousse à la candidature du docteur Mukwege. Nous devons tous pousser dans ce sens-là si nous voulons avoir des bonnes personnes. Aujourd'hui, à la bonne place ou aux bonnes places, nous devons pousser cela. C'est aussi la responsabilité de la population parce que souvent, on se déresponsabilise et on attend autour des politiques. Or, la classe politique aujourd'hui est un concentré des gens médiocres. Il faut que chacun puisse faire sa part aussi, moi je pense. Euh, Madame Annie Pelagit, c'est parce que vous avez fait une demande. Je pense que vous devez accepter parce que je vois votre demande. Moi, je l'ai acceptée. Ah non, je ne vois plus. Euh, Félicien Ileka. Attendez, je vais accepter. OK. Je vous ai accepté. Je pense que vous devez aussi accepter de votre côté. Je ne suis pas trop habitué à ça, je m'en excuse vraiment. Non, non mais c'est ça. Euh, je regarde. Que vaut Mboussa Niamouissi pour Félix? Moi, je pense que Mboussa Niamouissi a été nommé au regard de son parcours parce c'est un ancien chef rebelle aussi, qui était proche des Ougandais et qui connaît un peu l'environnement régional. Je pense qu'on l'a nommé pour ça. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Je ne pense pas. Moi, je crois que Félix Tshisekedi, si un conseil que je peux lui donner, c'est de faire comme Laurent Désiré Kabila, de mettre les choses sur la table, de dire aux Congolais, oui, qu'il a fait des choix, qu'il s'est peut-être trompé et qu'il a décidé de changer de position et de demander d'être transparent, en fait. Il doit être transparent. Et s'il est transparent avec les Congolais, envers les Congolais, moi, je peux vous dire, je le dis ici, euh, ah, si vous faites une demande, vous devez l'accepter quand j'accepte aussi, parce que ça me dit que vous n'avez pas répondu. Donc, je disais, excusez-moi, si moi, je dois donner un conseil à Félix Tshisekedi, c'est d'être transparent à l'égard des Congolais. Arrêtez de se comporter comme un petit brigand, avoir des positions ambiguës, comme un petit escroc. C'est pas bien ça. Félix Tshisekedi doit être clair. Vous avez fait des arrangements avec le Rwanda, nous le savons. Vous avez vu où ça vous a mené. Moi, plusieurs reprises, je disais que le lien avec le Rwanda allait causer des problèmes, mais l'avenir me donne raison aujourd'hui. Qu'il reconnaisse sa faute, qu'il soit transparent à l'égard des Congolais, et les Congolais vont le soutenir. Et moi, je le dis ici, si Félix Tshisekedi se montre transparent à l'égard des Congolais, Patrick Mbeko va le soutenir dans le dossier du Rwanda.
Rwanda. Je le dis ouvertement, je ne me cache pas. Pour qu'on ne dise pas que c'est Kimbongo. Non, si Félix Tshisekedi se montre transparent dans ce dossier du Rwanda, il fait montre de transparence et qu'il s'excuse auprès des Congolais et qu'il dit très clairement, qu'il nous montre très clairement qu'il est décidé à changer les choses dans le dossier du Rwanda, moi je veux le soutenir. Parce que moi, je ne suis pas contre la personne de Félix Tshisekedi, je suis contre sa manière de gouverner, contre ses décisions politiques. Lui-même, personnellement, je ne le connais pas, je ne peux pas juger sa personne, parce qu'au-delà de la politique, il a une vie, il peut être peut-être un bon ami, un bon époux, tout ce qu'on veut. Donc, je ne le connais pas. Je juge celui qui joue le rôle de président. Et donc, je pense que si Félix Tshisekedi est honnête à l'égard des Congolais, s'il est transparent dans le dossier du Rwanda et s'il fait montre de clairvoyance et de volonté, s'il montre aux Congolais qu'il y a une réelle volonté pour changer les choses dans ce dossier du Rwanda du 1-23, moi, Patrick Mbeko, je le dis, je soutiendrai sa position. Pas lui, la personne, mais cette position-là. Et s'il faut l'aider, s'il faut l'accompagner, on le fera. Parce qu'on ne le fait pas pour un homme, on le fait pour le Congo. Il faut que les gens le comprennent. Et je le dis ouvertement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes dans une posture de simplement rejeter tout ce que Félix fait. Non. Nous sommes contre certaines décisions politiques. S'il prend une direction qui est claire, s'il est transparent, honnête à l'égard des Congolais et montre qu'il est déterminé à changer les choses dans ce dossier du Rwanda, on va le soutenir. Moi, je serai le premier. Annie Pélagie, c'est trop tard d'être transparent. Non, c'est pas trop tard. Il peut toujours être transparent parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. La guerre n'est pas finie. La guerre se poursuit. C'est ça qui est important. Je veux dire, moi, je n'ai pas une position rigide à l'égard de Félix Tshisekedi de manière dogmatique. Ma position a toujours été basée sur les observations que je fais, sur les analyses que je fais des événements. Si Félix fait la preuve qu'il y a une réelle volonté de changement, on va le voir et on va l'accompagner. C'est ça qui est important. Et on ne va pas le faire pour lui. On va le faire pour le Congo et pour le peuple congolais qui est martyrisé. C'est ça qui est important, je pense. Et nous, moi, en tant qu'intellectuel, je ne peux pas avoir une position dogmatique. Je dois avoir une position guidée par la raison et l'intelligence. Je veux juste voir, je vois David Bokwala. Ah, Christian Sagesse, ça fait un moment que vous êtes là. Attendez, je vais essayer d'accepter. Christian Sagesse, j'essaie de vous accepter. Juste accepter aussi, je pense. Et vous allez apparaître. Victoria Virius, vu les accords qu'il a fait avec le Rwanda, ne craint-il pas d'être un deuxième Aberimano en faisant cela? Moi, j'avais dit une chose. Hein. J'avais dit une chose, c'est que Félix Tshisekedi, en se rapprochant de Kagame, a pris un très grand risque. Et je veux clarifier aussi une position que j'ai toujours eue, parce qu'il y a des gens qui ont dit que Mbeko avait dit que Félix Tshisekedi va mourir dans 6 mois, 9 mois. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit que Félix Tshisekedi, en raison de la position qu'il a eue de son rapprochement avec le Rwanda, j'avais dit celui qui dirige ce pays-là risque de ne pas finir son mandat. Et je le maintiens. Et vous avez raison de vous inquiéter parce que je vous le dis ici ouvertement, il y a des gens qui n'hésitent plus à parler de la mise à l'écart de Félix Tshisekedi. Je dis mise à l'écart, je ne veux pas utiliser un autre mot pour des raisons particulières, mais il y a des gens qui parlent de mise à l'écart de Félix Tshisekedi. Et ça se dit de plus en plus dans certains cercles. Et je peux vous le dire ici, ouvertement. Je ne veux pas dire de qui, pourquoi, mais ça se dit beaucoup. Didier, en tendant la main à Bemba et les autres, n'est-ce pas déjà cela le début de transparence ou volonté de changement? Non, le fait de tendre la main à Bemba n'est pas un début de transparence parce que le MLC est allié à l'UDPS au sein de l'Union sacrée. Donc, il n'y a rien de nouveau. On espère tout simplement que Bemba, en tant que ministre de la Défense, vu sa personnalité et son passif, va peut-être prendre des décisions rigoureuses dans ce dossier-là du Rwanda, de la sécurité, de la défense de la RDC, c'est tout. Mais ce n'est pas un début de transparence parce que les deux sont déjà alliés au sein de l'Union sacrée et les deux hommes se parlent régulièrement, d'après ce qu'on m'a rapporté, et cela a aussi été dit dans les médias. Donc, il n'y a pas de transparence là-dedans. Il a dit s'il devient exactement... Attendez... Quels sont les indicateurs qui vous montrent qu'il est transparent? Oh non, ce n'est pas moi. La question a été posée. David, je veux l'ajouter. Parce que j'ajoute des gens qui, eux aussi, doivent accepter pour apparaître dans la vidéo.
Donc, c'est important. Le David qui m'a envoyé le truc, je l'ai accepté, mais il doit lui aussi accepter pour apparaître ici. Tu t'en vas? D'accord. Excusez-moi, c'est mon fils. Bonne route. Euh, quels sont les indicateurs? Oui, ça, je l'ai dit. Frère Patrick de Lutte, je pense que le niveau de compréhension de Félix de la gestion de la République est très minimaliste. Il peut demander pardon, mais son cerveau changera. Oui, bon, Symphorien Pombé, vous pouvez avoir raison, mais vous savez, moi, comme vous, moi, je veux juger sur pièce, pas sur la base d'un simple discours. Je veux dire, s'il se montre en transparence, il n'est pas dans un discours. On doit le voir très clairement. On doit avoir cette volonté de transparence, cette volonté de changement et tout ça. Et puis, c'est ce qu'il faut voir. Moi, je ne veux pas le juger simplement sur la base des paroles ou des propos qu'il tient. Mais c'est quand même important de préciser que il ne s'agit pas de faire une fixation sur quelqu'un. Il s'agit tout simplement de dire que si les choses se font bien, on va soutenir. S'ils ne se font pas bien, on ne va pas soutenir. Moi, je ne veux pas m'opposer à Félix Tshisekedi simplement parce que c'est Félix. Je dois m'opposer à des faits observables, à des décisions qui ne sont pas bonnes, qui vont à l'encontre des intérêts du Congo. C'est vraiment par rapport à ça, quoi. Jules Vitic, qu'est-ce qui fait que vous ne répondez pas à ma question aux réflexions? C'est quoi votre question? Je ne l'ai pas vu parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais j'avais dit, vous pouvez faire une demande pour poser votre question par vidéo aussi, parce que je pense qu'il y a une option pour le faire. J'accepte tout le temps des gens qui ne réagissent pas par la suite, je ne sais pas pourquoi. Attendez. Christian Sagesse, mais j'ai accepté, mais vous n'acceptez pas. Je vous ai ajouté, mais vous n'acceptez pas. Ah, ça dit que vous avez des difficultés techniques. C'est ce que ça dit ici. Brad, nous faudrait-il un Assimi Goïta ou Mamadou Doumbia? Mais bon, c'est des réalités différentes, mais je pense que ça nous prend des gens qui ont quand même ce souci-là pour faire avancer les choses. Si on a un Assimi Goïta, pourquoi pas? Après, dans notre armée, moi je l'ai dit, j'avais lancé un message à l'époque au général Chiwewe, aux autres généraux congolais de prendre leurs responsabilités parce que les politiques ont échoué. Après, il faut comprendre que les gens comme les Chiwewe et tout le reste n'ont pas la même conscience politique et la même conscience historique que les Maliens, les jeunes Maliens que nous observons, les Doumbia et tout ça, qui sont de loin moins âgés que eux, mais qui ont une certaine conscience politique et historique qui fait que quand ils se sont rendus compte que leur pays avait des problèmes, ils ont décidé de prendre, des décisions parfois difficiles mais essentielles pour leur pays. Ils ont pris leurs responsabilités. Chez nous, c'est un peu difficile parce que regardez l'état de l'armée congolaise, regardez les généraux que nous voyons défiler dans les médias. Ça laisse à désirer quand même. Et quand je vois le général Chiwewe qui prêche, qui passe son temps à prêcher, c'est pas mauvais, mais il a aussi une responsabilité à l'égard de la République. Donc s'il ne le fait pas, c'est sûr que ça prend des gens comme ça quelque part. Je suis quand même d'accord avec vous sur ce point-là. Oui, je vois les demandes sur vidéo. Ok, je vais essayer d'accepter Anna. Oui, Anna, je crois, j'ai accepté. Pouvons-nous vraiment estimer que Jean-Pierre Bemba est toujours crédible? Willy Poitiers. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, moi, Jean-Pierre Bemba est l'une des personnes qui m'a beaucoup déçu côté congolais parce que il est parti de très loin pour se rabaisser au niveau des gens, pour se rabaisser à un niveau quand même très questionnable. Est-ce qu'il est crédible à mes yeux? Moi, je veux juger sur pièce. Il vient d'être nommé, je ne peux pas dire qu'il va échouer, je ne veux pas dire qu'il ne va rien faire. Tout ce que je dis, moi, c'est que je ne vois pas comment Jean-Pierre Bemba va réussir son pari si Félix Tshisekedi continue à entretenir une certaine ambiguïté dans le dossier du Rwanda. Parce que le dossier du Rwanda n'a jamais été traité par le Parlement, quelquefois peut-être, ce n'est pas traité par le gouvernement congolais, c'est traité par la présidence de la République. Donc Jean-Pierre Bemba fait partie du gouvernement. Et si Félix Tshisekedi continue à traiter le dossier comme il le fait, Jean-Pierre Bemba n'aura aucun impact sur la suite des choses. Donc ça, c'est une réalité. Francis, j'ai accepté. Je vous ai ajouté, donc j'espère que vous allez accepter parce que j'ajoute des gens, mais je pense que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent de leur côté aussi
après accepter, je pense. Est-ce le conflit des troupes armées ne sera-t-il pas réveillé par la présence de Jean-Pierre Bemba? Ouais, c'est une très bonne question. Je ne saurais vous le dire pour l'instant. C'est différent, c'est pas la même chose, hein. Mais c'est sûr que on va observer les décisions qui vont être prises déjà au niveau de l'armée congolaise. Et puis sur le plan régional, encore une fois, c'est Félix qui décide. La décision de faire appel aux troupes étrangères n'a pas été sanctionnée par le Parlement, c'est que je sache, à moins que je me trompe. Et donc, regardez bien, ça discute en Angola, ça discute au Parlement angolais, au Parlement ougandais, mais jamais au Parlement congolais qui reçoit quand même les troupes là sur son territoire. Ça montre à quel point il y a une forme d'irresponsabilité au niveau congolais et à tous les niveaux, pas seulement de la présidence, mais du Parlement et des autres. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme Bosso? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Daniel Safou? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Eliezer, tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre des petits parvenus qui sont arrivés là, qui ne valent rien du tout et qui pensent que, voilà, on gère un pays comme si on gérait un Ligablo. Et ils ne sont pas le seul, ils sont nombreux. Excusez-moi d'être un peu dur à leur regard, mais on parle quand même d'un pays et des vies humaines qui sont fauchées à cause de leur irresponsabilité. Et je parle de ces gens-là parce qu'eux ont fait la leçon aux kabylistes pendant de nombreuses années. On voit ce qu'ils valent en réalité. Donc voilà. Bijou Zadio, attendez. Je veux juste, j'insiste pour vous dire que moi, j'accepte de vous ajouter. Cette histoire, elle partira en mode vidéo. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'accepte que vous participez en mode vidéo. Mais je vous ajoute, mais c'est à vous de votre côté aussi d'accepter quand je vous ajoute, en fait. Quand j'accepte votre demande. Voilà. Comment expliquez-vous que Félix n'a toujours pas été capable de s'entourer des spécialistes de la question des Grands Lacs ou de la géopolitique? Comme vous l'avez dit, il n'en manque pas. C'est vrai, mais c'est un choix personnel. Je suis incapable de vous dire pourquoi il ne s'entoure pas des gens rigoureux. Celui qui a remplacé Bifor Bisselele, paraît-il, c'est un ancien brigand, un ancien escroc de Belgique. Donc, vous voyez un peu le pédigré. Bon, vous savez, euh, les hommes intelligents s'entourent des gens qui sont plus intelligents que eux. Et les cancres s'entourent des personnes qui sont plus cancres que eux parce qu'ils doivent paraître intelligents aux yeux de ces cancres-là. C'est à ça que nous assistons au Congo. Les hommes intelligents n'ont pas peur de dire que celui-là est meilleur que moi. Et on apprend d'eux. Il y a une forme d'émulation. Les gens qui sont bêtes et insensés sont ceux qui disent « Ah, mais lui, il y a Kanisinin, il y a les Kinane ». Et c'est le cas de beaucoup de Congolais. Félix Tshisekedi pense qu'en s'entourant des gens qui sont peut-être plus brillants que lui, cela va lui rendre un mauvais service. Bien au contraire, ça va beaucoup l'aider. Mais encore faut-il comprendre que c'est essentiel, ça. Donc, je suis incapable de vous dire pourquoi il le fait. Moi, je pense que ça peut s'expliquer par le niveau qui est le sien. Donc, il cherche des gens qui sont peut-être moins intelligents que lui pour se sentir plus intelligent, peut-être. Je ne sais pas. Edo Kubana, je vous ai ajouté, Edo, vous devez aussi accepter de votre côté. Quand j'accepte de vous ajouter, vous devez accepter de votre côté aussi, je pense, pour apparaître, pour discuter par vidéo. Marcelino Kazadi, c'est ça? Moulalissi. Quelle conclusion tirez-vous de la situation à Kwamut? Ces massacres dont on ne parle pas, est-ce lié à la stratégie du chaos? Oui, oui, et moi je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes en RDC qui sont le produit des problèmes déjà existants. Il y a un chaos entretenu qui crée d'autres petits chaos, qui ce petit chaos crée d'autres petits chaos, et on se retrouve dans une spirale de problèmes qui ne disent pas leur nom. Et c'est la raison pour laquelle ça prend une certaine clairvoyance à la tête de l'État pour approcher ce problème de manière globale. Parce que on le voit à Kwamut, mais on en a vu aussi à un moment avec Kamuna Sampou. Donc, ce sont des phénomènes qui sont liés au chaos existant déjà en RDC et qui sont entretenus par des gens qui ont des velléités qui ne disent pas leur nom. Je fais de mon mieux pour accepter, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, Christian. Je veux bientôt me déconnecter. Je vais prendre quelques questions encore. Déjà, il y aura élection Bemba à l'ouest, VK à l'est, Félix, Centre, Tshisekedi. Fait partie
Est-ce que Félix part-il favori dans une élection sans trucage? La réponse est non. Et même la stratégie de dire qu'on a on a des leaders qui proviennent de certains coins de la République et qu'ils vont peser dans les élections, euh, même si il est vrai que la mathématique régionale joue beaucoup dans nos élections, cette assertion-là reste discutable au regard des dernières élections que le Congo a connues. Je prends le cas des élections de 2006 et de 2011. Quand on analyse ces élections-là, on se rend compte que le soutien apporté à Joseph Kabila ne lui a pas permis de remporter la mise. En réalité, les Congolais votent en âme et conscience. Et ça, c'est un élément que j'ai toujours eu à l'époque quand je discutais avec Honoré Ngbanda, feu Honoré Ngbanda, paix à son âme. Euh, Abraham, vous essayez d'entrer en ligne sans succès. Je ne sais pas pourquoi. Essayez encore. Moi, je vous accepte, mais je ne sais pas pourquoi vous ne rentrez pas en ligne. Je suis vraiment désolé. Si je prends le cas de Jean-Pierre Bemba, non, le cas pardon, excusez-moi. Je parlais tantôt d'Honoré Ngbanda, feu Honoré Ngbanda. Souvent, quand nous discutions, lui, il était contre les élections dans un pays occupé. Je suis d'accord avec lui à 100%. Mais je lui disais toujours aussi que, et je le dis à beaucoup de gens, la beauté des élections congolaises, c'est qu'elles nous donnent une indication claire du choix des Congolais. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas l'élection, c'est la tricherie, c'est la récupération de la volonté populaire par les dirigeants en place. C'est très important de le savoir. On parle d'élection de 2006, les Congolais ont voté pour Bemba. En 2011, on dit qu'on avait voté pour Étienne Tshisekedi. Bon, la démonstration était beaucoup plus difficile à faire qu'en 2006. En 2018, Félix était troisième derrière Chadari et Martin Fayulu. On le sait. Ça veut dire que les Congolais savent où se trouvent leurs intérêts d'une certaine manière. Et donc, quand ils votent en connaissance de cause parce qu'ils connaissent leurs dirigeants. Le fait que Félix Tshisekedi se rapproche de Bemba ou de Kamere ne changera pas grand-chose parce que les Congolais savent que Félix Tshisekedi a échoué. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait appel à ces dirigeants-là? C'est pour pouvoir justifier la fraude, pour pouvoir justifier le trucage électoral en disant, en avançant que puisque Félix avait, ou bien puisque telle personne a eu le soutien de tel leader de telle région, cette région lui a donné le vote. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et les deux élections congolaises, 2006, 2011 et même 2018 l'ont prouvé. Pour l'appuyer encore davantage, vous prenez les élections de 2006. On avait beaucoup voté pour Jean-Pierre Bemba au Kassai, malgré l'appel au boycott d'Étienne Tshisekedi. C'est quand même important de le dire. Le Kassai avait quand même voté, malgré l'appel au boycott de Étienne Tshisekedi, pas n'importe qui. Donc ça veut dire que cette propension à penser, à faire croire que le soutien de Bemba va apporter un changement conséquent dans le vote en faveur de Félix Tshisekedi ou non en Équateur est tout simplement faux. Elle ne résiste pas à la réalité, à la vérité des faits au regard des élections que nous avons connues. Alexandro, j'insiste beaucoup. Oui, mais je ne vois pas votre question, je ne la vois pas. Euh, ah, mon avis sur le dialogue. Hmm, sur le dialogue, moi je pense que le dialogue va juste permettre à Félix Tshisekedi de remplir pour quelques années, 1 ou 2 années de plus. Le dialogue ne se fera pas pour le bien du Congo. Elle se fait, si le dialogue il doit avoir lieu, ce dialogue se fera dans un cadre politique guidé par des intérêts politiciens, des personnes ayant une approche politicienne de la question politique de la RDC. Donc, il ne changera pas grand-chose ce dialogue-là de mon point de vue. Euh, Patrick Mbeko, nous savons le problème de la classe politique. Pourquoi tu ne te lèves pas? Je te fais cette proposition il y a plus de 8 ans. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens me proposent d'aller en politique et tout ça. Et, euh, on y réfléchit, mais on essaie d'apporter notre pierre d'une autre manière, mais aucune porte n'est fermée, définitivement. C'est tout ce que je peux dire là. Je veux dire, on verra. C'est l'avenir nous le dira. Merci Bissa pour ta considération, pour votre considération. Edo Kobanda, euh, aucune réponse de la part de... Mais c'est ça, en fait, je reçois, ça me dit aucune réponse. Je vous accepte, j'accepte les interventions vidéo, mais il n'y a pas de réponse de votre part, je ne sais pas pourquoi. Edo Kobanda, en géostratège, pensez-vous que cette situation du Congo s'inscrit dans la tactique de laisser les Congolais voler leur argent pour au résultat anéantir les structures?
et devenir... Mais moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, en grande partie, c'est de la responsabilité des Congolais. C'est comme ça que je le vois. Oui, le Rwanda nous agresse, c'est un fait. Le Rwanda bénéficie de soutien extérieur, c'est un fait. Mais il y a une grande responsabilité congolaise dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est Félix qui est allé chercher le M23. C'est Félix pardon, dilapide les dédés publics. C'est Félix qui n'a pas investi dans l'armée comme il se doit. C'est lui qui nomme des gens au pédigré problématique. Donc, quelque part, nous avons une responsabilité en tant que Congolais. Est-ce qu'il y a des stratégies qui se cachent derrière? Je ne pense pas. Aujourd'hui, au regard de la situation aujourd'hui, je crois tout simplement qu'on a une classe politique irresponsable qui ne joue pas son rôle, le rôle qu'on attend des responsables politiques responsables. Voilà. Euh, Théodore Kabeya, penses-tu que Moussa Niamousi peut peser de tout son poids dans la région des Grands Lacs au regard des affinités avec Museveni et Kagame dans le passé? Je ne crois pas du tout parce que il y a eu des affinités, même Moussa Niamousi était le sous-traitant de ces gens-là. Ce n'était pas leur allié, il n'était pas l'égal de Kagame, encore moins de Museveni. Eux l'ont utilisé pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons des intérêts ougandais et rwandais. Maintenant, le fait qu'ils soient là va renverser la donne, je ne crois pas parce que la politique de l'Ouganda et du Rwanda est très. Ces pays ont des politiques qui sont quand même assez cohérentes hein, dans l'espace et dans le temps. Ils veulent une partie du Congo, ils veulent continuer à exercer une influence sur une partie euh, de l'Est congolais, et puis c'est tout. Si quelqu'un discute avec eux, ça sera dans ce cadre-là, à leurs yeux. Donc, il appartient aux Congolais, eux, d'abord, d'avoir une vision de ce qu'ils attendent de leurs partenaires, mais de ce qu'ils attendent aussi de leur pays, c'est qu'ils veulent voir leur pays devenir. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Je ne pense pas que la nomination de Moussa Niamousi va changer quoi que ce soit. Ce n'était pas l'allié, le partenaire ou l'ami de Museveni. C'était son sous-traitant. Il était utilisé par l'Ouganda. Euh, Hercule, j'ai accepté, j'ai ajouté. Euh, je veux peut-être me déconnecter. Je veux juste regarder les dernières questions. Quel est l'avenir de la RDC dans l'EAC? La RDC n'a pas d'avenir dans l'EAC. Personnellement, je pense que nous devons nous retirer de là. Nous sommes membres de la SADC, les États d'Afrique centrale aussi. Bon, je ne vois pas ce qu'on fait là-bas. En fait, intégrer l'EAC a permis aux pays de cette région-là voilà, de se payer sur la bête plus facilement, particulièrement sur le Kivu. Ah voilà, il y a quelqu'un qui est rentré. Hercule Ngimbi, bonjour. Bonjour Patrick, merci pour les lives. J'allais juste savoir un peu, est-ce que la nomination de Vital Kamerhe sur, à l'économie, ça peut changer quelque chose? Je voulais un peu savoir un peu votre avis, si vous avez un avis par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il faut analyser ça de manière macro, globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement voir Vital. Vital est un élément d'un système. Et donc, si le système est en place et qu'on ne change pas les problèmes de fond, les problèmes de corruption, le problème d'une gouvernance problématique, la présence de Vital ou même des gens, même de moi dans un tel système ne changera rien du tout. Et c'est ce que je dis aussi de Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que Bemba va faire de bon ou de concluant si Félix Tshisekedi continue à entretenir une certaine ambiguïté dans ce rapport avec le Rwanda? Rien du tout. Donc il faut voir ça en termes de système, pas en termes d'individus, je crois. Euh, Si je peux essayer un peu de pousser, le bouchon un peu loin, c'est pas une façon de provoquer les Congolais de la manière dont M. Félix a nommé Vital Kamerhe, vu tout ce qui s'est passé par rapport au procès 100 jours. Je sais pas, c'est comme si voilà, il essaie un peu de provoquer les Congolais par rapport à ça, par rapport à cette nomination. Ben, moi, je ne pense pas qu'il provoque. Hein. Je pense tout simplement qu'il a fait des nominations. Ça répond à un agenda politique, de politique intérieure, Ok. davantage que de politique régionale. Donc, il a dans sa ligne de mire les prochaines élections. Encore faut-il qu'elles aient lieu. Et puis, il essaie de se positionner sur l'échiquier national en nommant des gens qui jouissent d'un préjugé favorable dans certains coins de la République, c'est tout. Donc, ces nominations sont liées à l'agenda de politique intérieure de Félix Tshisekedi, pas autre chose, de mon point de vue. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment satisfait. Merci. Voilà. Euh,
On peut se déconnecter là, de passer. Ok. Donc, ah, il y a qui encore qui veut s'ajouter? Samantha Central, je vous ai ajouté. Que penses-tu de l'arrestation de l'honorable Monga Chuchu avec la tournure actuelle des événements? Brad Bonia. Eh bien, pour moi, les arrestations, on en a vu quand même beaucoup en RDC. Mais moi, c'est la suite qui m'intéresse. C'est vraiment la suite de la situation qui m'intéresse. L'arrestation, oui, mais c'est la suite. On veut voir les preuves et on veut voir une suite conséquente, pas seulement par rapport à un homme comme Manga Chuchu, mais tous ceux qui sont liés à lui, au système qu'il incarne. Parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est le système qu'il incarne. Lui-même, c'est un élément d'un dispositif beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Et donc, moi, j'aimerais bien voir la suite des événements, pas seulement par rapport à son arrestation, mais par rapport à ce qui va se passer par la suite au regard du système auquel il appartient, là, je veux dire, et qui est très impliqué quand même dans la déstabilisation du Congo et qui entretient de liens avec le M23 le Rwanda. Abraham, je vais essayer de t'ajouter encore, si ça va marcher, j'espère. Mugobe, Eric, j'ai déjà parlé de remaniement. Pour moi, ça ne changera rien. Ça répond à l'agenda politique, de politique intérieure de Félix Tshisekedi, c'est tout. Je ne pense pas que ça changera grand-chose. Mais on va essayer de voir si les faits me contredisent. Je reviendrai ici pour faire un monde honorable. C'est aussi simple que ça. Mais je ne pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit. Les choses ne peuvent changer que si Félix Tshisekedi décide de changer de direction. C'est tout. Sinon, il n'y aura rien, de mon point de vue. Samantha Central Ndongue, il faut accepter, parce que j'ai accepté, mais vous devez accepter de votre côté aussi. Donc, vous avez été ajouté, il faut accepter tout simplement. Il reste 3 personnes là, je vois. Je vais essayer de vous ajouter. Si ça ne marche pas, bah, ce sera pour une prochaine fois parce que je dois bouger aussi. Aucune réponse de la part de l'invité, donc c'est ça. Si vous ne répondez pas, je ne serai pas capable de vous voir en fait. Donc c'est ça, encore 2-3 minutes et puis je vais me déconnecter. S'il y a d'autres questions ou pas. Selon le prof Joly, l'arrivée d'une armée étrangère en RDC, c'est la responsabilité du gouvernement. Oui, exactement. Mais le problème, c'est que des armées sont arrivées parce que nous les avons acceptées. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les armées sont sur le territoire congolais à la demande, dans certains cas, du gouvernement congolais. Dans tous les cas, du gouvernement congolais. Donc, la responsabilité de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais, qu'on ne le veuille pas. Mais ici, on parle du gouvernement congolais, de Sama Lukonde, mais en réalité, c'est Félix Tshisekedi, parce que en réalité, en RDC, le gouvernement n'existe pas. Le gouvernement n'existe pas. Nous avons des gens qui occupent des fonctions, un premier ministre qui est là, des ministres qui occupent des fonctions, qui jouent leur rôle, mais sans plus, en fait. Sans plus. Et c'est important de le dire quand même. Quelle est l'ambition du voyage de Sarkozy chez Faché? Moi, je pense que c'est d'essayer de rapprocher Kagame et Félix à la demande de Félix. J'en suis sûr et certain, vu le pédigré et puis la proximité de Sarkozy avec Kagame. Et je rappelle d'ailleurs que Sarkozy avait fêté son 66e anniversaire à Kigali sous la bienveillance des Rwandais, de Kagame lui-même. Donc, pour moi, c'est ça. Contrairement aux dénégations des proches de Félix, là, Sarkozy était là vraiment pour ça. Et pour des raisons aussi. Il peut y avoir d'autres raisons parce que, vous savez, la France a des intérêts économiques en RDC à faire triompher. Donc, ça peut aussi jouer un rôle puisque Sarkozy joue aussi le rôle comme un certain nombre d'anciens dirigeants français, il joue le rôle de lobbyiste pour des entreprises françaises et des intérêts français. Donc, voilà, il y a les deux, quoi. Donc, voilà, les amis, merci pour votre présence et puis pour vos questions. Je crois que j'ai éclairé certains d'entre vous. Pour le reste, on verra ce que l'avenir nous réserve par rapport à la RDC. Merci à tous et passez un bon week-end.